Rivals est un jeu de deck building et de battle royale dans lequel vous incarnez un à chaque qui évoluera dans la Wild Tech, le plateau du jeu. Le but du jeu est assez simple, comme dans tout battle royale, il faut être le dernier survivant ou, éventuellement, le premier joueur à obtenir ses 5 points Rivals. Chaque à chaque possède son propre plateau qui permet de définir son identité, où seront représentés ses points de vie, sa jauge d'ultime, sa jauge de points Rivals, ses emplacements d'anticipation et ses compétences, sa guilde, l'emplacement deck, l'emplacement des fosses. Au début de la partie, tous les personnages commencent avec des cartes qui sont similaires, donc 3 blasters à l'attaque physique, 2 Psywave attaque mentale, ainsi que 2 cartes personnages qui lui sont propres. Également, un ultime propre au personnage. Rivals est découpé en plusieurs manches dans lesquelles on va faire 2 tours de jeu où chacun des joueurs disposera de 2 points d'action. Ces points d'action pourront être utilisés dans diverses actions, sur le plateau ou pour jouer des cartes. Les actions plateau étant explorer pour révéler les différentes tuiles qui ne sont pas encore révélées en début de partie, se déplacer, récolter l'ensemble des ressources d'une tuile avec un bonus en fonction de là où on se positionne, ou récupérer un sponsor qui sont des marchands qui permettront d'obtenir des cartes légendaires ou autres bonus, ainsi que des points Rivals. Au début de la partie, on tire au sort le premier joueur, et dans l'ordre du premier au dernier, on se place sur l'un des 6 emplacements, n'importe quelle des cases de la tuile, pour pouvoir commencer à arriver sur le plateau, et le jeu démarre. Le premier joueur reconnaissable à ce jeton va récupérer 4 cartes, ainsi que les autres joueurs également, au début de chacune des manches. Donc j'ai mes 4 cartes en main. Je vais devoir, comme je disais, choisir comment utiliser mes points d'action entre le plateau et mes cartes. Donc pour revenir sur le plateau, je peux dépenser 0 points d'action pour pouvoir explorer. Donc admettons que je me sois positionné ici. Là je suis sur cette tuile, donc composée de 3 cases, 1, 2 et 3. Si je choisis d'explorer, je vais pouvoir retourner gratuitement les tuiles adjacentes à la case où je me trouve. Donc ces deux-là, pas ces deux-ci qui sont du coup adjacentes aux autres cases de la tuile. L'intérêt d'explorer, tout simplement, permettre de découvrir de nouveaux horizons pour réussir à trouver de nouvelles ressources et à pouvoir progresser parce qu'il est interdit de se déplacer sur des tuiles qui ne sont pas encore révélées. Pour se déplacer, un point d'action permet d'avancer de 1 ou 2 cases adjacentes. L'intérêt de se déplacer, tout simplement pour pouvoir récolter les ressources qui nous intéressent. Il existe 6 types de tuiles dans Rivals, 6 types de cases dans Rivals. Les forêts qui permettent de récupérer la résine, la ressource jaune. Les déserts qui permettent de récupérer des cristaux, la ressource bleue. Les observatoires qui permettent de récupérer les jetons d'anticipation qui sont la ressource de défense, ainsi que des terminaux de connexion à l'interface pour récupérer de nouvelles cartes. Il existe aussi les lacs qui sont des cases peu recommandées à franchir puisque lorsqu'on avance dans un lac, le déplacement est coupé et on perd instantanément 2 points de vie. Et des volcans qui ont des effets qui seront des effets un peu spécifiques. C'est des cases neutres à l'heure actuelle, sauf pour quelques petits bonus que vous pourrez retrouver dans le jeu. Les cases de ressources, donc forêt et désert, fonctionnent de la même manière. Si je récolte, comme par exemple ici, et que je ne suis pas sur la case, je vais obtenir une unité de la ressource correspondante. Donc dans ce cas présent, une résine pour la forêt, un cristal pour le désert. Si par contre je m'étais positionné par exemple sur le désert, à la place de récupérer un cristal, j'en aurais récupéré 2. Ce qui me donne un certain avantage. Les observatoires, qui sont, lorsque je récolte avec un observatoire, je peux dépenser autant de fois que je veux 2 ressources, n'importe quelle combinaison, pour obtenir à chaque fois un jeton d'anticipation, sous réserve d'avoir suffisamment d'emplacement libre sur mon plateau joueur. Donc je peux très bien décider de mettre un cristal, une ressource pour mon premier, puis 2 cristaux pour mon deuxième. L'avantage et le bonus du coup de me positionner dessus, c'est que le premier jeton ne coûte pas de ressources. Et enfin, les terminaux de connexion à l'interface permettent de récupérer des nouvelles cartes, donc beaucoup plus puissantes que les cartes de base de chaque personnage. On va avoir la possibilité, lorsqu'on n'est pas sur l'interface, de prendre 2 cartes, de consulter 2 cartes. Consulter, c'est-à-dire que je vais prendre des cartes de l'interface, je vais les regarder et je vais pouvoir en choisir un certain nombre que je vais installer
c'est-à-dire les mettre directement dans ma main et pouvoir les utiliser en cours de partie. La désinstallation signifie prendre une carte de sa main ou de sa défausse et la retirer définitivement du jeu. Et piocher signifiera toujours récupérer une carte de son deck. Lorsque je choisis de récolter et qu'un interface est présent, je vais pouvoir prendre 2 cartes. Soit les 2 visibles, j'en choisis une ou 0 et l'autre est défaussée. Celle que j'ai choisie arrive donc dans ma main. Si les 2 visibles ne m'intéressent pas, je vais pouvoir directement prendre 2 cartes sur le dessus de l'interface. Même chose, je vais pouvoir cette fois-ci en garder une ou 0 si aucune ne m'intéresse. Et le reste étant défaussé. Si par contre je me trouve sur l'interface, le terminal, je vais pouvoir directement avoir un bonus et prendre plus de cartes. Je vais pouvoir prendre soit les 2 visibles ainsi que les 2 du dessus de l'interface, et parmi ces 4 là, je vais pouvoir en ajouter aucune, une ou 2 directement dans ma main. Donc gros intérêt, on récupère plus de cartes d'un coup. Si les 2 visibles ne m'intéressaient pas, je prends tout simplement les 4 cartes du dessus de l'interface et même chose, je peux en garder 0, 1 ou 2. Le reste étant défaussé. Une fois que l'on a récolté l'ensemble des ressources, donc qui sont récupérables dans l'ordre que l'on souhaite, la tuile est épuisée et on pose un jeton sécheresse qui indique qu'on ne peut plus récolter cette tuile jusqu'à la fin de la manche suivante. À la fin de cette manche-ci, le côté désert va passer en côté repousse et à la fin de la manche suivante, tous les jetons sécheresse en côté repousse seront retirés de la partie. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, on va pouvoir récupérer des sponsors, donc les fameux jetons avec de gros avantages, notamment pour récupérer des points Rivals, mais on en parle un petit peu plus en détail tout à l'heure. L'intérêt de récupérer des ressources étant de pouvoir les dépenser gratuitement en plus de nos points d'action pendant le tour. Pour 2 résines, je vais avoir l'opportunité de poser un bouclier gratuitement sous mon personnage afin de me protéger. On en reparlera un peu en détail lors de la phase du combat. Pour 2 cristaux, je vais avoir la possibilité de retirer, donc de désinstaller une de mes cartes, soit en main, soit dans la défausse. Si jamais je retire une carte qui était dans ma main, pour éviter d'être pénalisé puisqu'on n'a que 4 cartes par manche, je repioche une nouvelle carte. Ça sert aussi d'accélérateur de pioche. Pour 5 ressources identiques, j'ai la possibilité d'acheter un schéma, qui sont une des cartes légendaires et uniques du jeu. Soit je prends une de celles visibles, soit celle du dessus de la pioche au hasard, si elles ne me correspondent pas. Et enfin, pour 10 ressources identiques, je vais avoir la possibilité d'acheter un point Rivals, du coup, pour progresser sur ma jauge. Enfin, on va pouvoir jouer des cartes. L'anatomie des cartes est assez simple et classique, si on peut dire. En haut à gauche, je vais avoir le coût de la carte, donc combien de points d'action elle me coûte à jouer. Donc par exemple pour le blaster, 1 point d'action. Au milieu, le type de carte. En haut à droite, éventuellement un hexagone avec une portée minimale et maximale, sachant que je suis à 0, 1, 2, 3, 4 par exemple, pour le blaster. Le nombre de dégâts que la carte va pouvoir infliger, le nom, et effectivement un texte d'effet juste en dessous, éventuellement. Il existe plusieurs types de cartes, donc les cartes d'attaque physique, qui ont la possibilité d'utiliser les mods, donc, dont on parlera juste après, qui sont des amplificateurs d'attaque. Seules les attaques physiques ont le droit d'utiliser ces mods. Certaines attaques physiques, et mentales éventuellement, mais principalement les attaques physiques, ont la possibilité d'avoir un petit triangle inversé du coup à côté des dégâts qui indique le nombre de salves de l'attaque. Donc le double blaster, lui, va pouvoir faire 2 dégâts 2 fois. Les attaques mentales, qui ont la possibilité d'ignorer les lignes de vue, pas les boucliers mais les lignes de vue, et qui ont toute cette petite indication de si je défausse une carte en même temps que je joue mon attaque, j'ai un effet supplémentaire pour cette carte. Et enfin, les attaques explosives, du coup avec ce petit logo, qui permettent de faire un effet sur toute la tuile, donc de toucher à la fois et de détruire les boucliers et les personnages. Leur inconvénient, c'est qu'elles sont désinstallées après utilisation, donc utilisation unique. On repioche une carte, celle du dessus de l'interface, pour éviter de descendre en nombre de cartes maximum sur le deck. Et on l'ajoute à notre main, ce qui parfois donnera des possibilités plutôt intéressantes et des fois pas du tout. Enfin, des cartes tactiques, donc on reconnaît avec le petit bordereau blanc. Les cartes tactiques représentent vos munitions, vos pouvoirs défensifs, vos tactiques de combat, etc. Et il existe 3 types de cartes, donc les boucliers qui correspondent à tout ce qui est partie soins et défense. Les mods dont on parlait tout à l'heure avec le petit engrenage qui s'attache sur les attaques de type physique pour augmenter leur puissance. On peut attacher un ou plusieurs mods à la même attaque au moment où on la joue.
et des cartes utilitaires avec 2 clés à molette croisées, qui sont les seules cartes qu'on a l'opportunité de jouer en dehors de notre tour en réponse avec un système de piles où la dernière carte jouée sera la première carte résolue. Et enfin des cartes compétences, du coup, qui permettent d'utiliser les emplacements du plateau de personnage. Je vais les récupérer lorsque je les trouve dans l'interface et ensuite je vais payer leur coût une fois pour pouvoir les poser. Si je joue une compétence passive, son effet dès qu'elle arrive en jeu est immédiat et permanent. Donc par exemple avec le maître des échos, je vais piocher une carte de plus à chaque début de manche. Si jamais je joue une compétence de type activable avec le petit éclair, elle arrive tête en bas pour dire qu'elle est utilisée. Au début de chaque manche, toutes les compétences activables sont mises tête en l'air pour pouvoir dire qu'elles sont à nouveau utilisables gratuitement. Et les guildes qu'on choisit au début de partie, une parmi deux, fonctionnent de la même manière. Pour ce qui est des types de cartes, vous avez l'ensemble de ce que vous pouvez trouver dans l'interface et les schémas. Et du coup, maintenant, on va voir comment jouer des cartes. On les paye tout simplement. Dans le cas des compétences, elles sont posées sur le plateau. Dans le cas des compétences tactiques, elles sont posées dans la défausse et seront réutilisées plus tard parce que le paquet de cartes va tourner cyclique comme dans tout deck building. Et pour les attaques, je vais prendre un exemple avec Atmos qui serait à côté de Kika. Par exemple, Kika souhaite jouer un blaster pour tirer sur Atmos. Elle va donc essayer de lui infliger 2 dégâts. On vérifie que la portée de l'arme correspond à la situation d'Atmos. Donc là, il se trouve à 2 cases, donc le 0,4 est respecté. Et Atmos va disposer, comme tout à chaque, de 2 dés pour se protéger. Il va lancer ses 2 dés. Ces dés à 50% de chance de réussite et des faces vierges, des faces avec un logo de réussite tout simplement. Pour chaque logo réussite que je vais faire, je vais pouvoir réduire les dégâts de l'attaque de 1 unité. Donc là, mon blaster à 2 va être réduit à 1 par Atmos, qui va prendre du coup 1 point de dégâts. Point important, quand j'inflige des dégâts à un joueur, je vais pouvoir charger ma jauge d'ultime. Donc là, j'ai infligé 1 point de dégâts, donc je vais prendre 1 point de jauge d'ultime. Plus 3 bonus, puisqu'il se trouvait dans la zone de bonus 3 au moment où il allait perdre ses points de vie. Donc je ne gagne pas 1 point d'ultime, mais bien 4. S'il s'était trouvé, par exemple, ici, je prendrais que 2 points, 1 pour le bonus et 1 point pour les points de vie que je lui ai infligés. Lorsque la jauge d'ultime est chargée au maximum, je peux utiliser gratuitement mon ultime pendant mon tour comme une action. En plus de la portée, il faudra également vérifier les lignes de vue pour être sûr que vous puissiez tirer sur votre cible. À l'heure actuelle, Kika est dans son bouclier, elle n'est pas gênée pour pouvoir tirer sur Atmos, c'est un tir classique. Par contre, admettons que Kika soit ici, qu'elle ait choisi de sortir de son bouclier, puisque les boucliers sont des points défensifs statiques, elle a toujours, la possibilité de tirer à travers Atmos puisque c'est son bouclier. C'est pour ça qu'ils ont à la fois la couleur et le logo du personnage. Par contre, si c'était Atmos qui, lui, cherchait à envoyer un blaster sur Kika, le tir est bloqué par le bouclier. Dans ce cas-là, lorsque un bouclier subit une salve d'attaque physique ou mentale, ou finalement l'explosion d'une grenade ou n'importe quel explosif, il est retiré et récupéré par son propriétaire. Si jamais Atmos décidait d'utiliser un point d'action, donc les 2 déplacements, pour rentrer à l'intérieur et profiter du bouclier de Kika, il serait protégé par exemple de Xan, puisque lorsqu'il tire, le bouclier n'est pas de sa couleur. Atmos a l'avantage de pouvoir tirer sur Xan sans détruire le bouclier. Par contre, si Kika choisit d'attaquer Atmos, vu que le bouclier lui appartient, Atmos n'est pas protégé contre les tirs de Kika. Enfin, pour les lignes de vue, on peut être donc déjà dans une situation comme ça où Kika ne pourrait pas tirer sur Xan et inversement puisque Atmos est sur le chemin. Et pour vérifier vraiment si on passe à travers ou pas les tirs, donc là par exemple Atmos cherche à tirer sur Kika, on souhaite savoir si la ligne de vue est bonne, on fait de centre de case à centre de case. Là, comme on peut voir, centre de case à centre de case, on passe sur l'arête de l'hexagone qui porte le bouclier, donc le tir passe. Si je m'étais mis par exemple ici, même si on est dans un cas où c'est interdit, là on voit bien que de centre de case à centre de case, l'hexagone est coupé par et donc du coup le tir est bloqué.
Je précise également au passage que l'on peut être maximum 2 personnages sur une même case et éventuellement dans un bouclier. Enfin, si jamais un joueur arrive à 0 point de vie, il est tout simplement éliminé. Lorsqu'un joueur est éliminé, celui qui l'a éliminé garde 2 points Rivals instantanément et a la possibilité d'aller récupérer une carte et de l'installer dans son jeu, dans les cartes du joueur, qu'elles soient des compétences, dans le deck, dans la défausse, dans la main, tant que ce ne sont pas des cartes guild ou personnages. Point important sur lequel on n'a pas fait attention tout à l'heure, Atmos est sur la forêt. La forêt donne un bonus de couvert qui permet déjà d'avoir un dé supplémentaire. Donc beaucoup plus de chances déjà de se protéger. Mais parfois ça n'est pas suffisant. Admettons que Kika avait récupéré un Plasma Speeder qui est une arme qui fait 3 dégâts 2 fois. Atmos se sent un peu plus menacé. Il va décider d'utiliser des jetons d'anticipation qu'il aura récupérés au fil de la partie. On a 2 emplacements activables, un emplacement de réserve. Seuls les emplacements activables peuvent être utilisés pour ajouter, lorsqu'ils sont pris, 2 dés supplémentaires. Donc là, Atmos, finalement, il a 2 dés de base, plus celui de la forêt, plus 2 supplémentaires qui sont pris par le jeton d'anticipation qu'il a activé. Et donc, forcément, pour bloquer l'attaque ici, ça va être beaucoup plus simple. Les jetons d'anticipation activés seront valables jusqu'au début du prochain tour d'Atmos. Donc, j'attaque avec Kika, il sera protégé contre toutes mes attaques de ce tour-là, puis celle d'Horus, puis celle de Xan, et au début de son tour, les jetons utilisés sont retirés. À ce moment-là, si il y a un jeton en réserve, on remplit les emplacements activables pour pouvoir en avoir toujours un petit peu. Voilà pour l'anticipation et le combat principalement. On arrive donc à faire nos 2 tours. On fait 2 tours de points d'action avec ressources, éventuellement points d'action supplémentaires. Et on arrive du coup à la fin de la manche, compté notamment par le jeton de premier joueur qui est recto verso. À la fin de la manche, tous les joueurs vont défausser les cartes qui leur restent en main. Donc par exemple, tout ça n'a pas été joué, malheureusement pas assez de points d'action. Je défausse tout ça et on tire des cartes zones, donc qui vont permettre de réduire la taille de la carte. Donc on a le nord situé sur la carte zone, même si là c'est un petit peu découpé, et le nord qu'on retrouve sur le plateau ici. On va pouvoir donc indiquer que cette zone-là, donc là on voit très bien les cartes orange correspondent ici, vont être retirées. Si un joueur, exemple toujours Atmos, avait été sur une des tuiles et qui allait retirer du plateau, il subit instantanément 4 points de vie, donc c'est pas négligeable. Petit avantage, il peut réapparaître où il veut sur les bords du plateau, même les cases qui n'ont pas été révélées, alors que d'habitude c'est interdit. Il peut apparaître où il veut, mais par contre, il choisit la case qui l'intéresse, et s'il tombe dans un lac, il subit quand même la perte de 2 points de vie, du coup, qui est entraînée par le fait de tomber dans un lac. Ensuite, pour les zones, là, on était au premier tour, donc il va y avoir 1, puis au prochain tour, 2 cartes d'un coup de zones qui vont être tirées, puis 3, et on aura fini la première ère. Et donc on peut remarquer finalement que la première ère c'est finalement le premier cercle de zone, puis la deuxième ère un deuxième cercle de zone, et enfin on arriverait éventuellement, s'il y a toujours des survivants, sur la troisième ère qui correspond finalement aux dernières tuiles que l'on peut avoir sur le plateau. Hop. Une fois que les zones ont été tirées et qu'éventuellement les joueurs se sont replacés, on va pouvoir régler le principe des jetons sécheresse. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on récolte et que les tuiles sont asséchées, du coup, on va se retrouver avec un plateau du genre un peu comme ça. On va pouvoir tout simplement retirer les jetons qui sont en état repousse et avancer d'un cran ceux qui étaient sur la face désert. Un événement est tiré à chaque fin de manche, et s'applique à tous les joueurs. Donc par exemple, -1 de portée max. Enfin, les sponsors arrivent à partir de la deuxième manche, on en parlait tout à l'heure. Troisième et dernière manière de gagner des points de Rivals, du coup, lorsque je me déplace sur le sponsor, j'ai la possibilité de payer 1 point d'action et de perdre un jeton d'anticipation pour pouvoir interagir avec. Lorsque j'interagis avec, le sponsor est retiré, je gagne 1 point Rivals du coup, et j'ai 3 possibilités. Soit j'installe gratuitement un des schémas visibles ou celui du dessus de la pioche, soit je désinstalle de cartes, de ma main ou de ma défausse toujours, soit je remplis complètement ma jauge d'anticipation. Une fois qu'on a fait tout ça
également l'interface qui normalement est renouvelée à chaque fois que quelqu'un prend des cartes, et nettoyer, donc les cartes sont perdues, afin de permettre une rotation des cartes qui pourrait ne pas intéresser tous les joueurs. On remonte les éventuelles cartes, compétences et guildes qui auraient été activées. On change de premier joueur. Et surtout, on repioche les 4 cartes pour la manche suivante. Là, j'ai que 3 cartes dans mon deck, donc je vais d'abord devoir prendre ces 3 cartes-là, forcément finir la pile de cartes deck. Et si je n'ai pas assez pour avoir mes 4 cartes, je remélange uniquement à ce moment-là ma défausse pour reformer un nouveau deck. Et je viens compléter avec une 4e carte dans le cas présent. Voilà pour les règles principales du jeu. Vous aurez quelques règles supplémentaires que vous pourrez retrouver dans le livret de règles consultable sur le site internet. Le Kickstarter aura lieu le 12 septembre. On espère vous y retrouver nombreux. Et en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.